Après l'effondrement du Troisième Reich et la fin de la Seconde Guerre mondiale, le peuple allemand s'est retrouvé pris dans une spirale de souffrance et de représailles sans précédent. Depuis l'avance dévastatrice de l'armée rouge à l'Est jusqu'aux expulsions forcées de communautés entières, la population allemande a été victime d'atrocités à une échelle inimaginable. Violations, exécutions, famines massives et déportations marquèrent la vie quotidienne des hommes, femmes et enfants. Les soldats allemands ont affronté un destin aussi implacable que la guerre elle-même. Beaucoup ont été emmenés dans les champs glacials de Sibérie, où la faim, le froid et le travail forcé sont devenus leurs nouveaux ennemis. Les rares qui sont revenus ont trouvé un foyer méconnaissable, épouses disparues, vie détruite et un pays qui préférait oublier. Comment s'est réellement déroulée cette année tragique pour le peuple allemand? 1945, l'année tragique de l'Allemagne nazie. Alors que les Britanniques et les Américains étaient occupés à libérer la France, au début de 1945, les forces soviétiques poussaient depuis l'Est, se rapprochant de plus en plus de Berlin. Les stratèges nazis allaient et venaient dans le bunker du Führer, incapables d'arrêter le massacre de leurs propres troupes. De nombreuses villes allemandes s'étaient rendues aux campagnes de bombardement, et Hitler et ses responsables réalisèrent que leur rêve d'un Reich universel était terminé. Berlin, le cœur du Reich, était un champ de bataille. Adolf Hitler devint de plus en plus délirant et coupé de la réalité, surtout depuis qu'il s'était réfugié dans son bunker souterrain. Son ministre de la propagande, Joseph Goebbels, lui fournissait un flux constant de mensonges sur des victoires allemandes inexistantes, même lorsque les tirs d'artillerie soviétique pouvaient être entendus non loin du bunker. Pendant ce temps, le peuple allemand luttait pour survivre. La nourriture et les produits de première nécessité se faisaient rares. La plupart des villes étaient complètement détruites, forçant les civils à se réfugier dans des abris anti-bombes ou à fuir dans la campagne. Les Gauleiter, chefs régionaux nazis, restaient souvent dans le déni, s'accrochant au pouvoir et recourant à des mesures de plus en plus brutales contre les dissidents et les déserteurs présumés. Au sein même de la direction nazie, des fissures commencèrent à apparaître. Le 23 avril, Hermann Göring envoya un télégramme à Hitler pour lui demander d'assumer la direction du régime, ce qui mit Hitler en colère et le conduisit à déclarer Göring traître au Reich. Il n'eut d'autre choix que de fuir vers le sud dans l'espoir de négocier une reddition séparée avec les Alliés. Heinrich Himmler, chef de la SS, tenta de contacter les Alliés occidentaux derrière le dos d'Hitler, mais fut finalement capturé et se suicida en croquant dans une capsule d'arsenic. Le matin du 29, un Hitler désespéré épousa Eva Braun et dicta son dernier testament. Les nouvelles de l'avancée des troupes soviétiques vers le bunker devenaient de plus en plus alarmantes. À 15h30, le 30, une forte explosion fut entendue dans le bunker souterrain et des troupes de la SS trouvèrent Hitler et Eva morts dans leur bureau. Les troupes avaient des instructions spécifiques de brûler les corps pour que les troupes alliées ne puissent pas les trouver. Et elles ne les trouvèrent jamais. L'annonce de la mort d'Hitler plongea l'Allemagne nazie dans une plus grande confusion encore. Joseph Goebbels et sa femme Magda suivirent le même chemin en s'empoisonnant eux-mêmes ainsi que leurs 6 enfants. Le 2 mai, avec Berlin encerclé, les forces soviétiques prirent d'assaut le Reichstag, hissant le drapeau rouge sur la capitale allemande. Cela marqua la fin de l'existence physique du Troisième Reich. Les combats continuèrent à Berlin et dans d'autres villes allemandes pendant quelques jours, mais le 7 mai, le grand amiral Karl Dönitz, nouveau président du Reich, signa un document de reddition inconditionnelle, mettant officiellement fin à la guerre en Europe. Mais cela ne signifiait pas que tout revenait à la normale. À ce moment-là, les Alliés entamèrent une course contre la montre pour retrouver et juger les nombreux criminels de guerre nazis qui tentaient maintenant de se faire oublier et de commencer une nouvelle vie aussi loin que possible de l'Allemagne. Certains des plus loyaux responsables nazis, comme Martin Bormann, Heinrich Himmler et Robert Ley, préférèrent se suicider plutôt que de comparaître au tribunal de Nuremberg. D'autres se rendirent aux nouvelles autorités dans l'espoir de sauver leur vie. Hermann Göring, qui était en résidence surveillée pour avoir conspiré contre Hitler, fut libéré le 5 mai par une unité de la Luftwaffe de passage, et il se rendit aux lignes américaines. Il pensait qu'il valait mieux se rendre aux Américains qu'aux Soviétiques,
un raisonnement qui lui sauva probablement la vie, étant donné que les Soviétiques avaient pour habitude de fusiller les nazis sur place. 1945 ne fut pas une bonne année pour les nazis. L'armée rouge repoussait leurs troupes depuis janvier, lorsqu'elle avançait sur la Pologne occupée atteignant le fleuve Oder à la fin de janvier. Le 27 janvier, elle fit face à l'horreur des camps d'extermination lorsque les Soviétiques entrèrent à Auschwitz. À partir de ce moment-là et jusqu'au 7 mai, ils poursuivraient leur offensive inébranlable vers Berlin. Ces mois dramatiques furent le théâtre de certains des événements les plus brutaux et les moins connus du XXe siècle. Dresde, Hambourg, Berlin, 3 villes réduites en poussière. Les villes et villages allemands étaient majoritairement peuplés de femmes et d'enfants car les hommes étaient mobilisés pour l'effort de guerre au front ou déjà morts à ce moment-là. Au moment où les combats éclatèrent dans les rues de Berlin en avril 1945, on estimait qu'1 500 000 femmes et filles vivaient dans la ville. Beaucoup avaient perdu leur maison à cause des bombardements incessants des mortiers soviétiques et leurs maris au front. Il y avait une pénurie de nourriture et d'eau, et les services de base étaient presque tous coupés. Pour aggraver leur souffrance, des experts ont calculé qu'une femme sur 3 avait subi une forme d'agression sexuelle à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Beaucoup d'entre elles ont rencontré leurs agresseurs en face à face durant la semaine du 24 avril au 5 mai 1945, lorsque les Soviétiques entouraient la ville de Berlin, écrasant les derniers vestiges de la résistance nazie. Quelques jours seulement avant que la photographie emblématique du drapeau soviétique flottant au sommet du Reichstag ne soit prise, de nombreuses femmes souffraient aux mains de ces prétendus héros. La bataille de Berlin fut sanglante et cruelle, non seulement parce qu'elle constituait vraiment le dernier bastion des nazis, qui n'avaient plus rien à perdre, mais aussi parce qu'elle se composait principalement de combats rapprochés, et les troupes combattantes étaient sévèrement mal préparées. Ce n'étaient pas les troupes d'élite de la Waffen-SS. La défense de Berlin fut confiée à la division de réserve en grande partie épuisée et désorganisée du général Helmut Weidling. De plus, la garnison du général Weidling se composait presque entièrement d'hommes âgés de la milice nationale et de jeunes garçons de la jeunesse hitlérienne, y compris de jeunes filles sans expérience de combat. Ils devaient affronter des troupes soviétiques affamées et impitoyables, impatientes de mettre fin aux hostilités. Les pertes officielles de la bataille de Berlin étaient de plus de 900 000 Allemands et de 360 000 Polonais et Soviétiques. Le nombre de femmes abusées varie selon les sources, allant de 20 000 à 100 000, voire presque 1 million. Pendant les bombardements et les combats à Berlin, au moins les défenseurs voyaient leurs ennemis en face. Ce n'était pas quelque chose que les malheureux habitants de Dresde, en Allemagne de l'Est, pouvaient dire. Jusqu'en 1945, Dresde avait été épargnée par les raids aériens alliés, presque miraculeusement. Mais les 13 et 14 février 1945, la ville fut presque détruite lorsque des bombes incendiaires déclenchèrent un incendie géant dans la ville. Au total, 2000 avions britanniques et américains larguèrent près de 4 tonnes de bombes explosives et incendiaires sur la ville sans défense, tuant l'incroyable nombre de 25 000 personnes. Après la guerre, Churchill déclara que cette destruction était justifiée, car Dresde abritait plus de 100 usines qui fournissaient des approvisionnements militaires pour le front. Cependant, une fois la poussière des bombardements retombée, il était facile de voir que ce n'était pas seulement la partie industrielle de la ville qui avait été attaquée, mais bien toute la ville. La première vague de Lancaster, ce bombardier lourd britannique à 4 moteurs, apparut au-dessus de Dresde dans la nuit du mardi 13 février 1945, vers 22 heures. Après 5 heures de vol, ces 240 avions de la Royal Air Force rencontrèrent pratiquement aucune opposition dans les airs et aucun tir de défense anti-aérienne depuis le sol. Cependant, même s'ils savaient que la plupart de la population en dessous était composée de civils non armés, ils commencèrent la célèbre attaque aérienne qui dévasta la ville saxonne. C'était la 7e ville la plus peuplée d'Allemagne, avec 600 000 habitants à l'époque. Les Alliés attaquèrent également les villes voisines de Chemnitz et Leipzig. Après les faits, des mémos de la Royal Air Force de l'époque furent découverts, célébrant le fait que le temps était suffisamment clément pour permettre un marquage précis à basse altitude. Ils étaient absolument certains des parties de la ville qu'ils bombardaient. Les équipages eux-mêmes pouvaient bombarder de manière précise et relativement détendue,
à une altitude plus basse que d'habitude, dans ce cas principalement entre 10 000 et 13 000 pieds. En une courte fenêtre d'environ 15 minutes, ils lâchèrent 880 tonnes de bombes sur le centre-ville de Dresde. Les armes explosives à haute puissance brisèrent des fenêtres, creusèrent des cratères dans les rues et renversèrent des murs. Les pompiers furent forcés de se mettre à l'abri. Les bombes déclenchèrent également des vagues d'air à haute pression. Alors que les incendiaires tombant sur les toits des bâtiments déclenchaient de multiples petits incendies, une tempête de feu, l'un des pires effets de la guerre de haute technologie, s'ensuivit. Ce qui se produisit ensuite à Dresde, avec ses structures en briques, grès et bois secs, fut apocalyptique. Les autorités de la ville pouvaient habituellement compter sur 1 millier de pompiers, mais l'enfer était trop pour eux et pour les secours venus des villes voisines. Seules 2 heures et demie passèrent avant que la population ne soit confrontée à une deuxième vague de Lancasters. Ce groupe se composait de 550 bombardiers lourds, plus le double de la première vague. Entre environ 1h20 et 1h40, les Lancasters inondèrent une ville déjà en flammes. La tempête de feu créée lors du premier raid atteignit maintenant une furie de dévastation qui ne peut être décrite que comme l'enfer sur Terre. À midi le lendemain, le mercredi des cendres, plus de 300 B-17 forteresses volantes de la 8e armée de l'air des États-Unis frappèrent Dresde. Avec des colonnes de fumée des attaques précédentes s'élevant encore à 15 000 pieds dans les airs, les Américains eurent énormément de mal à trouver leur cible. Ils frappèrent la gare de triage de la ville assiégée, mais des zones résidentielles furent également bombardées. Et cela n'était toujours pas la fin. Le 15 février, un 4e raid frappa Dresde. Plus de 200 B-17, initialement envoyés pour détruire une raffinerie de pétrole près de Leipzig, changèrent de cible en raison du mauvais temps. Les gares de triage ne furent pas touchées, mais des zones résidentielles le furent. Même cela ne mit pas fin au tourment de Dresde. La 8e armée de l'air revint le 2 mars et le 17 avril, visant encore les gares de triage et les zones industrielles. Dresde resta en flammes pendant plusieurs semaines, devenant une ville fantôme alors que tous les survivants fuyaient, abandonnant leurs biens. Encore plus meurtriers furent les bombardements de Hambourg, qui eurent lieu sur une longue période tout au long de la guerre. Quelques mois seulement après la conclusion de la guerre en Europe, les États-Unis publièrent un rapport le 30 octobre 1945 qui donnait les estimations allemandes de 60 000 à 100 000 morts dans les bombardements de Hambourg. Cela représente peut-être 4 fois plus que Dresde. Peut-être anticipant la destruction qu'ils allaient déchaîner sur Hambourg, les Alliés nommèrent les bombardements de Hambourg « Opération Gomorrhe », du nom de la ville biblique sur laquelle Dieu fit pleuvoir du soufre et du feu. En 1943, Hambourg, en Allemagne, abritait de nombreuses usines et centres de transport, et les chantiers navals Blohm et Voss, qui construisaient les sous-marins menaçant l'existence même de la Grande-Bretagne. Pour cette raison, elle revêtait une grande importance stratégique pour les Alliés, ce qui en faisait une cible probable pour les bombardements. Après les faits, des mémos de la Royal Air Force de l'époque furent découverts, célébrant le fait que le temps était suffisamment clément pour permettre un marquage précis à basse altitude. Ils étaient absolument certains des parties de la ville qu'ils bombardaient. Les équipages eux-mêmes pouvaient bombarder de manière précise et relativement détendue à une altitude plus basse que d'habitude, dans ce cas principalement entre 10 000 et 13 000 pieds. En une courte fenêtre d'environ 15 minutes, ils lâchèrent 880 tonnes de bombes sur le centre-ville de Dresde. Les armes explosives à haute puissance brisèrent des fenêtres, creusèrent des cratères dans les rues et renversèrent des murs. Les pompiers furent forcés de se mettre à l'abri. Les bombes déclenchèrent également des vagues d'air à haute pression. Alors que les incendiaires tombant sur les toits des bâtiments déclenchaient de multiples petits incendies, une tempête de feu, l'un des pires effets de la guerre de haute technologie, s'ensuivit. Ce qui se produisit ensuite à Dresde, avec ses structures en briques, grès et bois secs, fut apocalyptique. Les autorités de la ville pouvaient habituellement compter sur 1 millier de pompiers, mais l'enfer était trop pour eux et pour les secours venus des villes voisines. Seules 2 heures et demie passèrent avant que la population ne soit confrontée à une deuxième vague de Lancasters. Ce groupe se composait de 550 bombardiers lourds, plus le double de la première vague. Entre environ 1h20 et 1h40, les Lancasters inondèrent une ville déjà en flammes,
Cruauté subie par les citoyens allemands à l'étranger. L'une des premières populations civiles allemandes à souffrir de leur nationalité fut celle qui vivait en dehors des frontières de l'Allemagne. Hitler avait eu pour politique de peupler les terres conquises avec de vrais Aryens, c'est-à-dire que des populations entières en Pologne, en France, en Lettonie et dans d'autres pays furent envoyées dans des camps de concentration où elles étaient réduites en esclavage, tandis que leurs maisons étaient offertes à des familles de colons allemands. L'objectif, selon Hitler, était d'améliorer la race de ces pays arriérés. Le problème pour ces colons commença lorsque les puissances alliées commencèrent à les libérer, expulsant l'armée allemande des territoires et laissant parfois la population locale récupérer ce qui leur appartenait. En Pologne, par exemple, il y avait des millions de raisons pour une forte rétorsion. Après tout, l'État allemand avait tué environ 5 à 6 millions de citoyens polonais pendant la guerre. Pour cette raison, les communistes polonais avaient commencé à supprimer la population allemande à l'ouest de la rivière Bobre pour souligner leur demande de frontières sur la Nesse occidentale. Les Alliés adoptèrent une résolution recommandant le transfert ordonné de la population allemande vers leur pays d'origine, mais cela ne fit que légitimer l'expulsion des Allemands des zones nébuleuses de l'Europe centrale, s'ils n'avaient pas déjà fui l'avancée de l'armée rouge. Entre juillet et août 1945, un accord fut signé à Potsdam entre toutes les puissances alliées concernant le sort des Allemands déplacés. Malheureusement, pour la plupart des Allemands se trouvant derrière les frontières des pays qui avaient été occupés par l'Allemagne nazie, il était trop tard. Ils furent expulsés de force, tués, leurs biens saisis ou détruits, ou ils quittèrent de leur propre gré par crainte de faire face à la vengeance des locaux. La plupart des Allemands en Pologne, ou près du front oriental, étaient conscients des représailles soviétiques contre les civils allemands. Les soldats soviétiques commirent des agressions sexuelles et d'autres crimes, une conduite non seulement non réprimée par les officiers de l'armée rouge, mais même encouragée. En outre, les atrocités comme le massacre de Nemmersdorf furent exagérées et diffusées par la machine de propagande nazie. Les autorités nazies avaient prévu des plans pour évacuer la population ethnique allemande vers l'ouest, en Allemagne, depuis la Pologne, et les territoires orientaux de l'Allemagne vers la fin de la guerre. Dans la plupart des cas, la mise en œuvre fut retardée jusqu'à ce que les forces soviétiques et alliées aient vaincu les forces allemandes et avancé dans les zones à évacuer. L'abandon de millions d'Allemands ethniques dans ces zones vulnérables jusqu'à ce que les conditions de combat les submergent peut être attribué directement au fait que les nazis se méfiaient de ces citoyens qui ne tenaient pas leur position jusqu'au dernier souffle. Ils étaient considérés comme des lâches et des traîtres, et Hitler avait une politique stricte de « pas de retraite ». Le premier exode de civils allemands depuis les territoires orientaux était composé à la fois de fuites spontanées et d'évacuations organisées, commençant à la mi-1944 et se poursuivant jusqu'au début de 1945. Les conditions devinrent chaotiques pendant l'hiver, lorsque des files de réfugiés longues de kilomètres poussaient leurs charrettes dans la neige en essayant de devancer l'avancée de l'armée rouge. Chaque fois que les soviétiques en progression rattrapèrent les colonnes de réfugiés, ils les attaquaient brutalement. Ces réfugiés étaient également pris pour cible par des avions volant à basse altitude, et il y avait des rapports de personnes écrasées par des chars. On estime qu'environ 120 000 civils furent tués pendant les fuites et évacuations, mais le nombre d'Allemands déplacés se chiffrait en millions. Les principales causes de décès étaient le froid, le stress et les bombardements. Un navire rempli de 9 000 civils et de militaires fuyant la Prusse orientale fut coulé en janvier 1945 par un sous-marin de la marine soviétique. Personne ne survécut et ce fut la plus grande perte de vies humaines dans un seul naufrage de l'histoire. De nombreux réfugiés tentèrent de rentrer chez eux une fois les combats terminés. Avant le 1er juin 1945, 400 000 personnes retraversèrent les rivières Oder et Neiss vers l'est, avant que les autorités soviétiques et communistes polonaises ne ferment les passages sur les rivières. 800 000 autres entrèrent en Silésie via la Tchécoslovaquie. Conformément à l'accord de Potsdam, à la fin de 1945, 4 500 000 Allemands qui avaient fui ou avaient été expulsés étaient désormais sous le contrôle des gouvernements alliés. De 1946 à 1950, 4 500 000 autres personnes furent ramenées en Allemagne dans le cadre de transports de masse organisés depuis la Pologne, la Tchécoslovaquie
et la Hongrie. 2 600 000 prisonniers de guerre libérés furent également répertoriés comme expulsés. La brutalité indicible de l'armée rouge contre les Allemands. Certaines personnes pensent que ce n'est pas le jour J qui a scellé le cours de la guerre, mais la décision précipitée d'Hitler d'envahir l'Union soviétique. Lorsque Hitler décida d'envahir l'Union soviétique en juin 1941, cela surprit à la fois Staline et les puissances alliées. Après tout, ils avaient été en bons termes jusqu'à récemment et avaient même signé un pacte de non-agression en 1939. Néanmoins, l'Allemagne ordonna à ses troupes d'envahir la nation voisine et de foncer vers Moscou dans ce qui fut connu sous le nom d'opération Barbarossa. Le front de l'Est devint, dans les années suivantes, le champ de bataille le plus cruel de la Seconde Guerre mondiale. Les nazis éprouvaient une haine particulière contre les soldats polonais et soviétiques, mais ils furent confrontés à un degré de violence similaire lorsque les soviétiques parvinrent à capturer des nazis. Non seulement ils furent brutalement torturés et exécutés pendant la guerre, mais la captivité des prisonniers de guerre allemands se poursuivit des années après la fin des hostilités. Rien n'aurait pu préparer Hitler à ce qu'il trouva sur le front de l'Est. L'hiver rigoureux, la discipline soviétique et l'activité féroce des partisans rendaient tout progrès vers Moscou un véritable calvaire. Les soldats nazis mouraient par milliers en raison de la famine, du froid et des nombreuses embuscades et pièges tendus par les partisans soviétiques. Mais même ces morts devenaient préférables à ce que les soviétiques faisaient aux Allemands capturés. Ces hommes et femmes soviétiques cherchaient une occasion de se venger des Allemands. Tout au long de l'opération Barbarossa et de l'invasion allemande de l'Union soviétique, Hitler avait ordonné à ses soldats de liquider tous les soi-disant bolcheviks et toute personne pouvant être considérée comme leur allié ou complice. Pour la Wehrmacht, l'ordre était clair. Tous les peuples slaves devaient être éliminés. La guerre menée par l'Allemagne contre l'Union soviétique était une guerre d'extermination, contrairement à ce qui se passait sur le front occidental et au traitement des Français. De plus, les Allemands avaient reçu l'ordre de Hitler de brûler la terre lors de leur retraite. Avec ces ordres, les soldats nazis massacrèrent des villages entiers et détruisirent des villes. Ils ne laissèrent que la mort et la destruction derrière eux. Mais lorsque l'armée rouge commença à riposter, toutes les actions allemandes revinrent rapidement les hanter. Ces terribles actions génocidaires de la part des soldats de Hitler marquèrent l'imagination collective des soldats soviétiques. En fait, il ne fallut pas beaucoup de propagande de la part de Staline pour diaboliser les Allemands. Beaucoup de ces Russes qui combattaient les nazis étaient eux-mêmes victimes, leurs maisons détruites, leurs mères, frères et sœurs massacrés. Le peuple soviétique supporta sans doute le poids de la guerre. Il y eut plus de 27 millions de morts. Avec tout ce ressentiment et cette haine accumulée envers les Allemands, la jeunesse soviétique répondit à l'appel aux armes de Staline pour repousser les Allemands dans ce qui ne peut être décrit que comme une passion véritablement destructrice. Staline ordonna également à l'armée rouge de lancer une politique de la terre brûlée pour priver les Allemands et leurs alliés des ressources de base alors qu'ils avançaient vers l'Est. Pour exécuter cet ordre, des bataillons de destruction furent formés dans les zones de première ligne, ayant l'autorité d'exécuter sommairement toute personne suspecte. Les bataillons de destruction incendièrent des villages, des écoles et des bâtiments publics. Dans le cadre de cette politique, l'armée rouge et la police secrète soviétique massacrèrent des milliers de prisonniers anti-soviétiques. La police secrète était chargée des prisonniers de guerre. Elle était responsable de les amener depuis la ligne de front où ils étaient capturés jusqu'au camp de prisonniers de guerre en Russie intérieure. Mais comme la plupart des transports étaient utilisés pour l'effort de guerre, la police secrète de Staline décida d'économiser des ressources en faisant marcher les prisonniers à travers les steppes froides de Russie. En Ukraine et en Biélorussie occidentale, 60 000 personnes furent contraintes d'évacuer à pied. Le décompte officiel soviétique comptait plus de 9 800 exécutions en prison, 1 443 exécutions pendant les évacuations, 59 tués pour tentative d'évasion, 23 tués par des bombes allemandes et 1057 morts pour d'autres causes. Tous ces prisonniers n'étaient pas allemands. Beaucoup étaient des prisonniers politiques capturés avant même le début de la guerre. Au total, l'Union soviétique tua presque 1 million de nazis capturés. Sur les 90 000 capturés lors de la bataille de Stalingrad, la plus sanglante de toute la campagne,
Seuls 5000 Allemands eurent la chance d'être renvoyés dans leur pays vivant. La clé pour comprendre ce bain de sang réside dans le fait que les autorités soviétiques ne punissaient pas, et parfois encourageaient, la brutalité contre les prisonniers allemands. Ils ne commettaient pas de crimes de guerre ni ne violaient les traités internationaux, mais ne faisaient que rendre service à la mère patrie en effaçant les ports fascistes de la terre. Avec l'avancée de la guerre, l'administration politique de l'Armée rouge tenta de limiter la pratique d'exécuter les prisonniers, car ils pouvaient être des sources précieuses de renseignements à utiliser contre l'ennemi. Mais leurs efforts furent vains. Au combat, les hommes et les commandants de l'Armée rouge ne se donnaient pas la peine de capturer les soldats et officiers. Il existe des cas connus de captifs étranglés et poignardés à mort avec des couteaux ou des baïonnettes. Voyant qu'ils ne pouvaient pas empêcher leurs soldats de tuer les Allemands capturés, l'Armée rouge choisit une approche administrative, demandant aux officiers de faire au moins un inventaire des armes et des effets personnels pris aux Allemands morts. Propagande allemande anti-soviétique, diabolisation des Allemands par les Soviétiques. Tout au long de l'opération Barbarossa et de l'invasion allemande de l'Union soviétique, Hitler avait ordonné à ses soldats de liquider tous les soi-disant bolcheviks et toute personne pouvant être considérée comme leur allié ou complice. Pour la Wehrmacht, l'ordre était clair, tous les peuples slaves devaient être éliminés. La guerre menée par l'Allemagne contre l'Union soviétique était une guerre d'extermination, bien différente de leur comportement sur le front occidental et du traitement des Français. De plus, Hitler avait ordonné aux Allemands de pratiquer la politique de la « terre brûlée » lors de leur retraite. Avec ces ordres, les soldats nazis massacrèrent des villages entiers et détruisirent des villes, ne laissant que la mort et la destruction dans leur sillage. Ces terribles actions génocidaires de la part des soldats de Hitler marquèrent l'imaginaire collectif des soldats soviétiques. En fait, il ne fallut pas beaucoup de propagande de la part de Staline pour diaboliser les Allemands. Beaucoup de ces Russes qui prirent Berlin étaient eux-mêmes victimes, leurs maisons détruites, leurs mères, frères et sœurs massacrés. Le peuple soviétique supporta sans aucun doute le poids de la guerre. Il y eut plus de 27 millions de morts. Avec tout ce ressentiment et cette haine accumulée envers les Allemands, la jeunesse soviétique répondit à l'appel aux armes de Staline pour avancer à travers la Prusse orientale vers Berlin, dans ce qui ne peut être décrit que comme une passion véritablement destructrice. Encouragés par les vastes réserves de boissons alcoolisées laissées commodément par les Allemands en retraite, les volontaires et soldats de l'Armée rouge avancèrent bravement à travers l'hiver russe. Ces jeunes soldats furent également rejoints par les prisonniers de guerre soviétiques qu'ils libéraient en cours de route. Une fois à Berlin, ils firent face à une résistance menée par de jeunes et vieux civils allemands inexpérimentés ainsi que par des soldats réguliers. Joseph Goebbels avait ordonné aux habitants de Berlin de défendre la ville rue par rue, maison par maison, pour repousser la grande bête russe ou mourir en essayant. Et beaucoup moururent, combattant jusqu'à leur dernier souffle. En octobre 1944, les troupes de l'Armée rouge avancèrent en Prusse orientale et ainsi, pour la première fois, dans le Reich proprement dit. Partout où ils allaient, ils voyaient les conséquences de la frénésie destructrice des troupes allemandes. Presque tous les soldats de l'Armée rouge avaient perdu des membres de leur famille. Leur haine pour les envahisseurs fanatiques et leur soif de vengeance étaient encore attisées par la propagande soviétique et mises en action lors d'une première vague de violence dont le village de Nemersdorf devint un symbole. Là, les soldats allemands qui reconquirent la ville trouvèrent des traces d'un massacre qui avait coûté la vie à de nombreux citoyens, principalement des hommes et des femmes âgés. Goebbels avait exploité le massacre dans une vaste campagne de propagande, diffusant des photos des corps dans les journaux et les actualités hebdomadaires. L'idée était de montrer à la population allemande ce qu'elle pouvait attendre si le bolchevisme prenait effectivement le Reich. À la fin du mois d'octobre 1944, la Wehrmacht parvint à repousser l'Armée rouge au-delà des frontières du Reich. Mais l'armée allemande ne disposait pas de suffisamment d'hommes de réserve pour résister à la grande offensive lancée par les Soviétiques le 12 janvier 1945. En 3 semaines, les troupes soviétiques avancèrent de 500 km vers l'ouest, libérant les parties de la Pologne que l'Allemagne avait occupées et annexées et s'emparant de la majorité de l'est de l'Allemagne.
La violence qui avait caractérisé la première incursion de l'armée rouge en Prusse orientale refit surface. La guerre d'extermination impitoyable que la Wehrmacht et les SS avaient menée contre l'Union soviétique créa maintenant un contre-coup que la population civile allemande fut contrainte de subir. Ce qui s'était passé à Nemmersdorf lorsque l'armée soviétique établit une tête de pont sur la rive ouest de la rivière Romainte en octobre 1944 avait été inhumain, mais avait aussi été largement exagéré par le ministère de la propagande de Joseph Goebbels. Les forces allemandes avaient essayé de reprendre le pont, mais plusieurs attaques furent repoussées par les chars soviétiques et l'infanterie de soutien. Lors d'une attaque aérienne, un certain nombre de soldats soviétiques se réfugièrent dans un bunker improvisé qui était déjà occupé par 14 hommes et femmes locaux. Un officier soviétique arriva et ordonna à tout le monde de sortir, et les soviétiques tuèrent les civils allemands à bout portant. Pendant la nuit, la 25e brigade de chars soviétiques reçut l'ordre de se retirer de l'autre côté de la rivière et de prendre des positions défensives le long de la Rominte. La Wehrmacht reprit le contrôle de Nemmersdorf et découvrit le massacre. Les soviétiques détestaient particulièrement les Allemands, en grande partie en raison de la propagande que le gouvernement soviétique leur avait servi quotidiennement pendant des années. Au début de la Seconde Guerre mondiale, on la présentait ouvertement comme une guerre entre capitalistes, qui les affaiblirait et permettrait le triomphe communiste tant que l'Union soviétique restait prudemment en dehors. Mais lorsque l'Union soviétique entra en guerre et rejoignit le camp des capitalistes britanniques et américains, cette approche fut atténuée. Surtout après l'invasion de l'Union soviétique par l'armée allemande, les Allemands furent progressivement dépeints sous un mauvais jour. Le gouvernement utilisa le cruel siège de Leningrad comme un exemple de la méchanceté des Allemands et la bataille de Stalingrad comme un exemple de la bravoure soviétique. Le résultat fut une haine exacerbée envers tout ce qui était allemand, peu importe le rôle qu'ils jouaient dans la guerre actuelle. Et cela permit à son tour aux soviétiques de commettre de nombreux crimes de guerre contre la population civile allemande pendant la Seconde Guerre mondiale. Exécution ou procès? Le sort des prisonniers de guerre allemands. Lorsque la victoire n'était plus qu'une question de temps, les chefs de gouvernement des puissances alliées se réunirent à Yalta, en Union soviétique. Là, le président des États-Unis, Franklin D. Roosevelt, le premier ministre britannique Winston Churchill et le secrétaire général du parti bolchevique, Joseph Staline, discutèrent. L'objectif principal de cette réunion était de décider de ce qu'il adviendrait de l'Europe après la guerre. Il était clair que le monde ne serait plus jamais le même après le plus grand conflit armé de l'histoire de l'humanité. Des centaines de villes européennes auraient besoin d'être complètement reconstruites. Des pays entiers devraient refaçonner leur gouvernement et, bien sûr, il y avait le sujet de la punition de l'ennemi. Ici résidaient certaines des principales différences entre Roosevelt et les autres dirigeants. Staline et Churchill pensaient que les nazis devaient recevoir une punition exemplaire. Ils devaient être jugés sommairement et exécutés le plus rapidement possible, afin que le monde puisse avancer et que la guerre soit oubliée. Mais Eisenhower avait une idée différente. Il proposa un procès international très médiatisé qui exposerait les cruautés nazies devant le monde entier. Churchill se rallia à l'idée de son homologue américain, et ainsi, les célèbres procès de Nuremberg commencèrent à être planifiés. Roosevelt mourut en avril, peu après la conférence de Yalta. Ce fut son successeur, Harry Truman, qui nomma des juges des 3 pays ainsi que de la France pour former le Tribunal militaire international, ou TMI. Les sessions, tenues dans la ville bavaroise de Nuremberg, durèrent près d'1 an et changèrent à jamais le visage du droit pénal international. 4 grandes charges furent retenues lors des procès de Nuremberg: conspiration pour mener une guerre d'agression, crime contre la paix, crime de guerre et crime contre l'humanité. Il incombait au TMI de juger 24 des chefs militaires et politiques les plus éminents de l'Allemagne nazie, certains d'entre eux en leur absence, car ils n'avaient pas encore été capturés. D'autres, comme Adolf Hitler, Joseph Goebbels, Heinrich Himmler et bien d'autres nazis de premier plan, s'étaient suicidés autour de la fin de la guerre. Le 20 novembre 1945, 6 mois et demi après la reddition de l'Allemagne, les procès des principaux responsables de guerre allemands commencèrent à Nuremberg. Chacune des 4 nations alliées fournissait 2 juges et une équipe de poursuite, et le juge président était Lord Justice Geoffrey Lawrence, représentant la Grande-Bretagne.
La cour était dotée de traductions simultanées en anglais, allemand, russe et français, et les règles et procédures du procès étaient tirées des systèmes juridiques des participants. Bien que les procès de Nuremberg aient été efficaces pour exposer les crimes nazis à un large public, ils eurent un résultat indésirable, quelque chose que Staline et Churchill avaient souligné à Yalta. Juger uniquement les dirigeants les plus éminents signifiait que les soldats nazis ordinaires, ceux qui appuyaient sur les gâchettes et poussaient les juifs dans les chambres à gaz, seraient libres. De plus, cela impliquait de mettre en avant l'idée que la population civile qui avait majoritairement soutenu le gouvernement nazi avait été trompée par les dirigeants et ne connaissait pas réellement l'étendue de la criminalité de Hitler. Ce que Staline n'était pas prêt à accepter, pas après toute la souffrance endurée par le peuple soviétique, en raison de l'étendue des destructions laissées par les nazis en Union soviétique, les travaux de reconstruction devaient durer longtemps. Staline avait déjà déclaré plusieurs fois que, à mesure que la guerre se terminait, les prisonniers de tous les États ennemis, quelle que soit leur nationalité, pouvaient s'attendre à de longues périodes de travaux forcés. Cette augmentation de l'emploi dans l'économie soviétique avait été bien signalée par les déclarations publiques de Moscou au cours des 2 dernières années. À Téhéran, à la fin de 1943, Staline avait parlé du besoin de 4 millions de travailleurs forcés pour de nombreuses années comme réparation. À l'été 1944, cela était devenu 5 millions pour 10 ans, une demande répétée lors de réunions subséquentes des puissances alliées. Un ordre général du 16 décembre 1944 décrétait que tous les hommes allemands âgés de 17 à 45 ans et toutes les femmes de 18 à 30 ans dans les territoires libérés d'Europe du Sud-Est capables de travailler devaient être emmenés en URSS. En l'espace de 2 mois, environ 110 000 avaient déjà été identifiés et transportés, auxquels s'ajoutèrent 100 000 autres d'Allemagne occupés dans les premiers mois de 1945. Tel fut également le sort des prisonniers allemands aux mains des soviétiques, seuls environ 100 000 étant exemptés car trop malades, trop âgés ou trop jeunes. Les autres furent regroupés dans environ 60 camps en Pologne et en Allemagne de l'Est avant leur transport en Union soviétique. Un processus qui fut achevé à la fin d'octobre 1945. Les prisonniers furent également envoyés dans des lieux spécifiques d'autres territoires souverains où des matières premières importantes étaient en jeu, par exemple à Jachimov en Tchécoslovaquie, où ils furent chargés d'extraire l'uranium nécessaire à la nouvelle industrie nucléaire de Staline. Au début, Staline affirmait qu'il prévoyait de garder les prisonniers aussi longtemps que nécessaire pour la reconstruction, une tâche qu'il avait calculée prendrait 15 ans. En réalité, l'URSS libéra la plupart de ses prisonniers de l'Axe entre mai 1945 et la fin de 1949, ce qui restait considérablement plus long que la plupart des puissances alliées. La plupart de ces prisonniers libérés étaient vieux, malades ou inaptes au travail pour une raison ou une autre. Le 6 juin 1945, il fut décrété que toutes les futures libérations et rapatriements nécessiteraient l'approbation du Politburo et seraient basées sur une série de critères définis. À ce stade, la police secrète avait déjà établi une liste d'environ 225 000 soldats allemands et autrichiens dans des camps et des hôpitaux qui étaient inaptes au travail. Mais cela excluait les officiers, qui devaient rester en captivité. En août, un total de 708 055 prisonniers avaient été identifiés comme éligibles à la libération, parmi lesquels 412 000 Allemands, à nouveau parce qu'ils étaient inaptes au travail. Mais qu'est-il advenu des autres? Bien qu'ils aient été intéressés par le renvoi des prisonniers économiquement inutiles, les autorités soviétiques tenaient toujours à empêcher ceux ayant des opinions anti-soviétiques évidentes de quitter le pays, et toute personne suspecte devait donc être retenue sous un prétexte approprié. Comme l'URSS voulait maximiser le potentiel de travail des prisonniers, Sergueï Kruglov, en tant que chef du ministère du Développement, proposa un plan pour renvoyer chez eux 150 000 hommes inaptes au travail et augmenter les rations des prisonniers restants de 10% pour améliorer la productivité. Les récits allemands de captivité reflétaient la culture de la faim dans la plupart des 2500 camps en Union soviétique, mais notaient également que cela était partagé par les populations civiles voisines. Il n'y avait tout simplement pas assez de nourriture dans le pays, dont la capacité de production était complètement détruite pendant la guerre.
Les mêmes récits allemands parlent de la dysenterie répandue parmi les prisonniers et reflètent également leur comportement. Le stockage de nourriture, les tabous restants concernant certains aliments, même dans la faim la plus extrême, les façons dont la nourriture était volée et échangée dans le camp, et même le mouvement lent des prisonniers dans tout ce qu'ils faisaient. Le désespoir était également évident dans les tentatives d'automutilation, une fois que l'on savait que ceux inaptes au travail étaient renvoyés chez eux. Il y avait des récits d'hommes, amputant des doigts ou se rendant aveugles. Plus subtiles étaient les tentatives d'ingérer des quantités excessives de sel pour provoquer un œdème, et on estime que certains hommes furent rapatriés de cette façon, mais que d'autres moururent dans la tentative. Lâcheté de la Wehrmacht et élimination de masse à Demmin. À mesure que l'armée rouge avançait en territoire allemand, Hitler s'adressa à la population par l'intermédiaire de son ministre de la propagande, Joseph Goebbels. Le message était clair. Résister jusqu'au dernier souffle. Ne pas fuir, ne pas céder. Chaque Allemand devait arrêter l'armée rouge dans sa ville ou mourir en essayant. Cet ordre direct du Reichsführer eut des conséquences tragiques pour la population civile du Troisième Reich. Peut-être qu'aucune autre partie du Reich ne souffrit autant que la ville poméranienne de Demmin. Et cela fut principalement dû à la lâcheté de l'armée allemande. Fin avril 1945, avec l'armée rouge approchant, les fonctionnaires du parti et de l'État à Demmin et dans d'autres villes de Poméranie furent les premiers à tourner les talons et à fuir la région. Ils avaient été les premiers à exiger de leurs compatriotes allemands qu'ils tiennent bon jusqu'à la victoire finale. Les unités de la Wehrmacht stationnées dans et autour de Demmin firent de même, malgré le serment prêté à Hitler de connaître une fin héroïque, plutôt que d'abandonner leur position ou de devenir prisonniers. Ils désertèrent précipitamment la ville après avoir détruit les ponts sur la Pine et ses affluents, la Trebel et la Tollenz. Cela eut des conséquences fatales pour ceux qui restaient, dont la route vers l'ouest était maintenant bloquée. Les résidents qui n'avaient pas fui à temps se retrouvèrent piégés avec des centaines de réfugiés. Tout ce qu'ils pouvaient faire, c'était attendre avec crainte l'arrivée des troupes soviétiques. Leur peur était justifiée. Beaucoup avaient entendu des histoires sur les crimes que la Wehrmacht et les SS avaient commis dans les zones occupées de l'Union soviétique. Ceux qui n'avaient pas pu fuir vers l'ouest supportèrent le poids des représailles soviétiques. Les récits d'atrocités se répandirent comme une traînée de poudre, et les personnes restées à Demmin savaient trop bien ce qui les attendait en attendant l'arrivée des premiers soldats de l'armée rouge. Le 30 avril, le même jour où Hitler mit fin à sa vie dans son bunker à Berlin, fut une journée de printemps claire et ensoleillée. Ce matin-là, le tonnerre de l'artillerie se faisait entendre à Demmin, et les bruits des chars approchant devenaient de plus en plus forts. Les habitants de Demmin et les réfugiés se réfugièrent dans les sous-sols. Les femmes noircirent leurs visages avec de la cendre et enroulèrent leurs têtes avec des bandages déchirés pour paraître aussi peu attrayantes que possible. Une poignée de citoyens bravèrent d'éventuelles représailles et accrochèrent des draps et des serviettes blanches à leurs fenêtres en signe de reddition de la ville sans combat. Une avant-garde de 2 brigades de chars soviétiques atteignit le bord sud de la ville avant midi, où ils trouvèrent les ponts détruits, ce qui les empêchait de se diriger rapidement vers Rostock comme prévu initialement. À midi, les chars et autres véhicules s'étaient accumulés dans le centre historique de la ville. Dans l'après-midi, après 2 brèves fusillades, Demmin était complètement aux mains des troupes soviétiques. 21 habitants de la ville s'étaient déjà donné la mort avant l'arrivée des soldats. Après la tombée de la nuit, le véritable cauchemar commença. Tous les chars, véhicules blindés, camions et énormes quantités de matériel militaire avaient transformé la ville en un camp militaire en ébullition. Des centaines de soldats, arrêtés au milieu de leur marche vers la victoire, se dispersèrent en quête de montres, bijoux, schnapps, femmes et d'opportunités de sexe et de violence. En plus de leur sentiment de triomphe sur les nazis, les soldats soviétiques célébraient le 1er mai. Cette nuit-là, les premiers bâtiments de Demmin furent incendiés. Les maisons à colombages serrées les unes contre les autres nourrirent les flammes qui continuèrent plusieurs jours, détruisant en grande partie le centre historique de la ville. Bien pire fut la terreur infligée par les soldats de l'armée rouge, souvent ivres et en maraude. Des centaines de femmes et de filles furent agressées, un certain nombre d'habitants furent assassinés et de nombreuses habitations pillées. Ces actions furent suivies par un acte de suicide collectif
dont les proportions dépassèrent tout ce qui se produisit dans d'autres villes et villages allemands dans les derniers jours de la guerre. La panique collective sembla s'emparer de la population de la ville, avec des familles entières mettant fin à leurs jours. Parmi les morts se trouvaient des nourrissons et des jeunes enfants, des écoliers et des adolescents, des jeunes hommes et des jeunes femmes, des couples aisés, des retraités et des personnes extrêmement âgées. Il n'y avait aucun schéma dans les antécédents, carrières et statuts sociaux des suicidés. Les victimes comprenaient des centaines de réfugiés de Poméranie, de Prusse orientale et occidentale et d'autres régions en plus de centaines de personnes de Demmin et de ses environs. Ceux qui le pouvaient ingéraient du poison ou se tiraient une balle dans la tête. D'autres se tailladèrent les poignets ou se pendaient. Le plus grand nombre, cependant, se noyèrent. Des femmes remplissaient des sacs de pierre, attachaient les mains de leurs enfants et les leurs ensemble au niveau des poignets et marchaient dans l'eau. Des semaines plus tard, des cadavres flottaient encore dans les eaux de la Pine et de ses affluents. Les estimations du nombre de personnes qui mirent fin à leur jour à Demmin varient. Un registre improvisé contenait les noms de 612 personnes, dont 400 se suicidèrent. En novembre 1945, le Conseil régional de la zone autour de Demmin estima le nombre de suicides entre 700 et 1000. Les éliminations de masse à Demmin furent un événement unique. Néanmoins, le chaos de la fin de la guerre poussa des gens dans de nombreux endroits en Allemagne à mettre fin à leur jour dans ce qui peut être précisément appelé une épidémie d'auto-élimination. Bilan de l'Allemagne à la fin de la guerre. Le soi-disant Reich de Milan s'effondra de façon catastrophique en peu de temps, entre la fin de 1944 et la première moitié de 1945. Mais les tribulations de l'Allemagne ne faisaient que commencer. Ils avaient perdu tous les territoires conquis, mais aussi certaines de leurs possessions antérieures, comme les Sudètes, la Sarre et d'autres régions. L'Allemagne perdit un quart de son territoire d'avant-guerre en raison des annexions de facto par les Alliés. De plus, ils furent contraints de payer des réparations au Royaume-Uni, à la France et à l'Union soviétique. Bien sûr, pour un pays en faillite, avec une bonne partie de sa capacité industrielle détruite et sans véritable pays, il était extrêmement difficile de réaliser cela. Pour cette raison, les Alliés prirent en charge la réorganisation complète du pays depuis le début. Ils y parvinrent en divisant l'Allemagne en différentes zones d'influence, contrôlées par les différents pays alliés européens. Berlin, un symbole de la défaite de l'Allemagne par les Alliés, fut elle-même divisée en différentes zones, chacune contrôlée soit par l'Union soviétique, le Royaume-Uni, les États-Unis ou la France. La politique américaine en Allemagne d'après-guerre, d'avril 1945 jusqu'à juillet 1947, fut qu'aucune aide ne devait être apportée aux Allemands pour reconstruire leur nation, sauf le minimum nécessaire pour éviter que les Allemands ne meurent de faim. Immédiatement après la guerre, les Alliés commencèrent une campagne de désarmement industriel en Allemagne. Ce plan visait à détruire la capacité de l'Allemagne à mener une guerre par une désindustrialisation complète ou partielle. Le premier plan industriel pour l'Allemagne, signé en 1946, exigeait la destruction de 1500 usines pour réduire la production de l'industrie lourde allemande à environ 50% de son niveau de 1938. À partir de ce moment, les Allemands dépendraient fortement de biens importés coûteux, ce qui rendait encore plus difficile l'obtention d'un niveau de vie décent pour les citoyens. L'occupation alliée de l'Allemagne dura jusqu'en 1948. La République fédérale d'Allemagne, ou Allemagne de l'Ouest, fut officiellement établie en mai 1949. La République démocratique allemande, ou Allemagne de l'Est, fut créée en octobre 1949. Sous leur gouvernement d'occupation, les deux Allemagnes suivirent des chemins très différents. L'Allemagne de l'Ouest s'allia avec les États-Unis, le Royaume-Uni et la France, devenant un pays capitaliste occidental avec une économie de marché. En revanche, l'Allemagne de l'Est s'allia avec l'Union soviétique et tomba sous un régime communiste hautement centralisé. Conclusion. Il fut un temps où il semblait n'y avoir aucune fin à la soif de pouvoir et de territoire d'Adolf Hitler. Pendant ces années, environ de 1933 à 1943, l'Allemagne nazie semblait imbattable et tous les citoyens allemands jouissaient de nombreux avantages, principalement soutenus par le pillage des Juifs allemands et des populations des territoires annexés. Les travailleurs ordinaires pouvaient prendre de longues vacances, acheter des voitures et des appareils électroménagers
et on leur répétait sans cesse qu'ils étaient racialement supérieurs au reste de la population mondiale. Cependant, ce rêve fiévreux des nazis se termina de façon catastrophique en 1945, lorsqu'ils furent vaincus sur tous les fronts par les forces combinées des puissances alliées. Ce qui suivit fut une période de souffrance à la fois inattendue et insupportable. Beaucoup mirent fin à leur jour, incapables de supporter cela. D'autres souffrirent dans leur propre chair tous les abus et douleurs que les nazis avaient infligés aux autres. Des millions de personnes perdirent la vie, leurs maisons, leurs familles, furent contraintes de migrer ou simplement laissées dans la rue comme mendiants. Des villes entières furent réduites en poussière, des familles détruites, des esprits à jamais empoisonnés par les souvenirs de la faim, de la souffrance et de la douleur. Ce fut le seul héritage que la population allemande reçut des criminels nazis qui les gouvernèrent entre 1933 et 1945.